Le travail, c'est autour d'un projet commun, autour d'une mission, autour d'un métier, autour de projets. On se retrouve pour faire ensemble. On se retrouve physiquement et puis on se retrouve dans l'intention. Et du coup, c'est à mon avis le lieu le plus puissant pour permettre cette réconciliation intergénérationnelle. Je prends des guillemets sur le mot réconciliation, mais pour permettre en fait de créer les bonnes conditions de ce dialogue. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Je m'appelle Jasmine Manet, j'ai 27 ans et je suis la directrice générale d'une association qui s'appelle Youth Forever. Et quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, c'est une question que j'ai beaucoup posée mais que je me suis rarement posée. Quand j'étais petite, j'ai eu envie d'être archéologue pendant un moment. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce que tu as fait ensuite pendant ton parcours professionnel ? Que tu peux nous présenter rapidement ce que tu as fait ? Pas archéologue. J'ai toujours été très curieuse de plein de sujets et du coup, j'ai jamais voulu prendre de décisions trop fermes. J'ai fait un parcours relativement linéaire, un bac ES en économie, puis une classe préparatoire. J'ai intégré HEC en 2016 et que j'ai fait pendant 4 ans. Et je me suis spécialisée en entrepreneuriat. J'avais un petit peu cette flamme qui brûlait en moi, cette envie d'entreprendre que j'ai assouvie puisque pendant cette année-là, j'ai créé ma première entreprise, un média d'orientation professionnelle semblable ou en tout cas sur des sujets un petit peu communs avec les déviations pour identifier des métiers et puis avoir des témoignages et surtout guider des jeunes dans leur entrée dans la vie active qui existe encore, qui est sur toutes les plateformes audio et sur Instagram. Qui s'appelle Vocation. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, en parallèle d'une activité de freelance où j'ai notamment produit des podcasts pour des marques. Et j'ai fait de la stratégie de communication et marque employeur, jusqu'à monter une association, celle que je dirige aujourd'hui, que j'ai montée il y a plus de 2 ans maintenant, avec une de mes invitées du podcast, qui est aujourd'hui la présidente, qui s'appelle Emmanuelle Duez. Et ensemble, on a monté Youth Forever, qui aujourd'hui est une association, on dit, qui mobilise les employeurs pour la jeunesse, qui est à la fois un observatoire du rapport au travail des jeunes générations, mais aussi un acteur de plaidoyer très fort sur l'intergénérationnel au service des transitions, et puis qui forme des jeunes et des entreprises aux enjeux des transitions, des talents, de la RH contemporaine, pour construire de nouveaux modèles économiques et sociaux. Et pourquoi s'intéresser à la question des jeunes, justement, en particulier ? Je m'intéressais à la question des jeunes déjà parce que j'étais jeune. Et donc, les problématiques que j'explorais, je les vivais ou je les voyais autour de moi ou avec les jeunes que je rencontrais sur les réseaux sociaux quand j'animais Vocation. Et c'est devenu pour moi plus qu'une préoccupation égoïste ou intime, mais une réflexion de fond sur l'état de la jeunesse dans notre société, sur les inégalités, sur la diversité, sur l'entrée dans l'emploi. Et le travail et la jeunesse au service des transitions, en fait, c'est vraiment les 3 sujets qui depuis toujours me touchent et m'ont donné envie de faire les différentes aventures que j'ai menées. Et comment est née cette idée de fonder Youth Forever avec Emmanuelle Duez, du coup ? L'idée Youth Forever, c'est vraiment la suite logique de Vocation, donc ma première aventure. C'était aussi une question de bonne personne au bon moment, je dirais, et d'alignement des planètes, où on s'est rencontrés à un moment où j'avais envie de faire autre chose, que Vocation, ça faisait 2 ans que je le menais, j'avais l'impression d'avoir dit ce qu'on avait à dire sur la thématique. On avait un modèle économique aussi d'entreprise pour en vivre qui était compliqué. En tout cas que nous, on n'a pas réussi à passer à l'échelle pour en vivre. Et du côté d'Emmanuelle, c'était plein Covid, en fait, un moment particulier où, en tant qu'entrepreneur et plutôt dans le conseil pour l'accompagnement de nos entreprises, elle a senti la nécessité de fédérer un écosystème pour l'intérêt général, aller plus loin que le conseil avec une association. Et pour la monter, elle avait besoin de quelqu'un pour la fonder et ensuite la gérer.
Et donc c'était un petit peu une rencontre à la fois des cœurs, parce qu'on s'est aussi super bien entendu, c'était un vrai coup de cœur, mais aussi de la pensée. On était vraiment alignés sur les sujets et la façon dont on voyait la suite, le tout dans un format associatif qui est aujourd'hui très important pour moi. Et justement, Youth Forever est né à l'issue du Covid. Les sondages récents montrent que la santé mentale des jeunes continue de se dégrader depuis le Covid. Pourquoi c'est dur d'être jeune en 2024 ? Pour tellement de raisons, et encore c'est moins dur en 2024 probablement qu'en 2020-2022. En fait, ça dépend toujours de quel jeune on parle, et c'est un des sujets, un des angles morts les plus forts sur le sujet jeunesse, c'est qu'en fait c'est un mot au pluriel et qu'il y a une énorme hétérogénéité au sein de la jeunesse. Et d'ailleurs on parle beaucoup de génération. Une génération, c'est une cohorte d'âge qui a été façonnée par son époque, donc le monde dans lequel on a grandi aurait un impact sur notre rapport à soi, aux autres, au monde, au temps, à l'ambition, à la carrière, au travail. Et pour la génération Z, en l'occurrence, c'est quand même un contexte très particulier dans lequel elle fait ses premiers pas dans la vie active, dans la vie d'adulte. Donc c'est Covid d'abord, enfermé chez soi pendant ses études ou au début de sa vie active. C'est ensuite des crises qui ponctuent notre quotidien géopolitique, en ce moment très fortement, mais globalement une crise inflationniste, des difficultés à finir ses fins de mois, à payer un loyer, à acheter un logement, à faire tout un petit peu toutes ces étapes-là. C'est dur d'être jeune au sens où le contexte économique, géopolitique, sociologique et environnemental n'est pas super favorable, mais on pourrait comparer à potentiellement d'autres époques. C'est pas un cas particulier des jeunes d'aujourd'hui. Mais il y a aussi plein de sources d'optimisme de jeunes qui sont pas des victimes en fait, qui pour beaucoup sont résilients, pragmatiques, ont envie d'avancer, s'engagent malgré la réputation qu'ils ont. Donc j'avais pas envie de dire que c'est dur d'être jeune parce que ce serait toujours dur d'être jeune à partir du moment où on commence sa vie d'adulte, et après il y a plus ou moins un contexte favorable ou plus ou moins un marché de l'emploi qui va dans son sens. Et du coup, il faut regarder un peu plus dans la nuance de quel jeune on parle pour avoir un diagnostic un peu précis. Et justement, oui, de quel jeune on parle, on entend souvent dire que les jeunes ne veulent plus bosser, qu'ils sont individualistes ou exigeants. Mais est-ce qu'il y a un problème entre les jeunes et le travail, et quel est ce problème ? En tout cas, on lit les médias et on pourrait le croire. Les jeunes sont fainéants, ils sont flemmards, ils ont un poil dans la main, ils sont enfants rois, ils sont terribles ou ils sont différents peut-être simplement. Après, il suffit de taper et de remonter les archives d'internet ou des journaux et on a des titres un peu semblables il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, voire il y a 2000 ans. Il y a même des traces en Grèce antique et partout dans le monde. Je crois à Babylone, ils ont trouvé sur des poteries aussi des inscriptions contre la jeunesse. Cette cohorte d'âge terrible qu'on a du mal à appréhender, qui essaye de s'émanciper de ses parents. Et donc, dans le rapport au travail, forcément, on va le retrouver. Ce qui perturbe, c'est à quel point, entre guillemets, la jeunesse est intransigeante ou a des attentes non négociables, presque normales. Un des points qui revient beaucoup, par exemple, c'est le rapport au télétravail. Ou les horaires plus globalement. C'est non négociable que mon contrat dit que je finis à 17h, à 17h06, je ne serai plus là. Ou en fait, c'est obligatoire pour moi qu'il y ait du télétravail autorisé, 2 jours par semaine par exemple, pour pouvoir envisager cette offre d'emploi, qui paraît impensable pour ceux qui travaillent depuis déjà plusieurs années. Et donc je ne pense pas qu'ils ne veulent plus travailler, puisque les études montrent aussi le contraire, que le travail reste le premier levier d'impact, que pour une majorité d'entre eux, travailler reste l'objectif numéro 1 et le salaire reste parmi les premiers critères, premières attentes vis-à-vis d'un travail. Pour beaucoup, ils ont besoin de travailler, en fait, que ce soit pour sortir de chez ses parents, acheter une voiture, payer ses fins de mois, ou peut-être avoir du sens avoir un impact sur une cause qui leur tient à cœur. En fait, il y a plein de raisons différentes de vouloir travailler. Et ensuite, l'importance du travail, et certes, il n'est plus au centre de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Je pense qu'il est juste au sein d'un mélange de choses qui composent nos vies, que ce soit notre vie personnelle, nos loisirs, plusieurs emplois peut-être, et puis dans une trajectoire de vie où ils pensent beaucoup plus le présent que le futur. Et donc ça va avoir des implications sur les choix qu'on fait.
Et justement, un critère qui semble prendre de l'importance, en tout cas dans les médias, c'est la quête de sens. Pourquoi dit-on que cette génération est en quête de sens? Je pense que déjà, c'est pas nouveau de cette génération, c'est vraiment un mouvement continu qui émerge depuis la génération Y fortement, mais on voit même des témoignages génération X avant elle, que cette quête de sens, elle émerge en fait au fur et à mesure dans un rapport au travail qu'on questionne, d'un travail qu'on peut voir destructeur sur notre santé par exemple, sur notre planète plus récemment, et qu'en fait on remet en question la place qu'il a alors qu'on travaille de plus en plus, la productivité ne suit pas forcément, et donc on se pose la question de la place de ce travail. Et j'aime bien cette étude de la Fondation Jean Jaurès notamment, qui fait une étude récurrente pour poser la question aux Français, donc tous les Français confondus, pas que les jeunes, quelle est la place du travail dans votre vie? Et ils interrogent sur de nombreux critères de choses qu'on fait dans notre vie. Et le travail, je crois que c'était à 60% très important pour 60% des Français disaient que le travail était très important en 1990. On a refait la même étude en 2022 et l'étude dit qu'il est très important que pour 24% des Français. Donc c'est pas que jeune. Et après, il y a eu plein de tendances. On parlait de grandes démissions, de quiet quitting, démissions silencieuses, démissions conscientes. Je sais que c'est des sujets que les déviations ont largement abordés. En fait, c'est intergénérationnel à chaque fois. Donc les jeunes, c'est simplement plus fort. C'est plus fort, c'est comme une loupe en fait sur le reste de la société. Nous, on utilise beaucoup ce terme de loupe pour en fait ce qui se passe chez les jeunes, ça nous en dit long sur ce qui va se passer ou ce qui se passe chez les autres. Juste on regarde peut-être un peu moins ou c'est dit de manière un peu différente. Et donc cette quête de sens, elle est assez évidente dans ce nouveau rapport au travail parce qu'il faut être utile en fait. Utile, après, c'est ma définition. Utile, pas forcément à la société, mais utile pour moi. Et donc le sens en fait partie. Et puis pour certains, ça va être de l'impact sur les autres, d'autres sur la planète, d'autres sur mon emploi du temps, d'autres. Donc c'est presque un peu la suite logique de mouvements qu'on avait déjà observés depuis quelques années. Et justement, tu dis que c'est plus fort chez cette génération. Est-ce qu'il y a une réelle fracture entre les générations et si oui, d'où vient-elle? La fracture générationnelle, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, elle est millénaire en fait. Il y a toujours eu un clash, les jeunes, les vieux, et ça s'est amplifié depuis 1968, où il y a eu une catégorie jeunesse à part, avec sa musique à part. Enfin, il y a plein d'éléments culturels aussi qui vont dans ce sens. Je pense que n'importe quelle personne peut raconter, en étant jeune, avoir souffert de cette fracture générationnelle. Il n'y a rien de nouveau dans l'époque contemporaine, si ce n'est qu'il y a les réseaux sociaux en plus pour amplifier ces sentiments-là, et en plus une tendance un peu marketing de parler de génération et d'enfermer les gens dans des cases sur la question de l'âge. Néanmoins, il y a peut-être un peu de vérité aussi, parce que quand on pose la question, et nous on est souvent en entreprise, on parle des jeunes, il y a de la vérité dans des frustrations, des incompréhensions, dans les attentes, dans le rapport au travail, dans les horaires, dans plein de choses du quotidien où on ne se comprend pas, on n'arrive pas à briser la glace, à travailler ensemble en fait. Et du coup, on ne peut pas dire que ça n'existe pas quand on entend ces témoignages. Néanmoins, quand on creuse un petit peu, et d'ailleurs on a fait une étude Youth Forever qui s'appelle Jeune con, le vieux fou, sur l'intergénérationnel pour essayer d'un peu de creuser ce phénomène en entreprise. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la fracture existe d'un point de vue émotionnel, dans ses frustrations. Néanmoins, quand on pose la question, toutes générations confondues, des combats prioritaires, des différents chantiers qu'elle a envie de mener, des choses qui sont importantes dans sa vie, en fait, on est tous d'accord. C'est juste peut-être pas dans le même ordre. C'est peut-être pour certains le climat avant et l'éducation après, mais les deux figurent dans la liste. Donc c'est très intéressant en fait de dépasser l'émotionnel pour aller vers le rationnel. Et au fond, il y a une vraie envie de se réconcilier. Il y a une envie de faire ensemble, et vu les enjeux, je pense que c'est primordial. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à créer cette communication, à décortiquer des biais ou des préjugés qu'on a les uns envers les autres, jeunes et moins jeunes, je ne dis pas le contraire, pour créer un peu les conditions de l'intergénérationnel. Mais fracture, je pense que on ne peut pas utiliser un mot aussi fort. C'est sûr qu'il y a une petite incompréhension, des petits débats, mais peut-être tant mieux à la fin. Et donc, soit elle existe parce qu'elle a toujours existé et c'est pas grave, soit on dit qu'elle n'existe pas vraiment et on se donne mais elle pourrait s'amplifier si on ne crée pas les bonnes conditions pour y faire face. Et justement, du coup, tu parles de cette incompréhension. En quoi le monde du travail peut-il être un levier pour faciliter cette compréhension intergénérationnelle ?
Mais c'est évident, c'est le monde du travail, c'est l'endroit où on se voit à 4 générations, peut-être 5 bientôt. C'est là où c'est un endroit dans la société où on va se côtoyer de manière assez évidente. Beaucoup plus qu'à l'école ou dans les choses qu'on fait au quotidien. Il reste peut-être la famille qui est un des seuls endroits naturellement intergénérationnels, mais c'est pas garanti qu'on s'entende bien ou qu'on se voit beaucoup. En l'occurrence, le travail, c'est autour d'un projet commun, autour d'une mission, autour d'un métier, autour de projets. On se retrouve pour faire ensemble. On se retrouve physiquement et puis on se retrouve dans l'intention. Et du coup, c'est à mon avis le lieu le plus puissant pour permettre cette réconciliation intergénérationnelle. Je prends des guillemets sur le mot réconciliation, mais pour permettre en fait de créer les bonnes conditions de ce dialogue et dépasser les générations pour mettre des talents en fait au service du même projet. Donc je pense et d'autant plus que l'entreprise pourra en bénéficier largement pour se transformer et pour être performante. Quelles actions justement elles peuvent mettre en place pour faciliter cette communication et cette réconciliation entre guillemets? La première étape, c'est de s'assurer que les gens se côtoient. En fait, par nature, souvent par les lignes hiérarchiques ou par les bâtiments, par plein de raisons physiques ou hiérarchiques, en fait, on n'est pas sûr que cet intergénérationnel se vit au quotidien dans l'entreprise. J'ai eu une fois une anecdote d'une jeune qu'on avait eue dans un atelier qui me racontait « mais moi, je ne sais même pas où ils sont les vieux ». Elle me dit ça comme ça. Pour elle, vieux, c'était plus de 40 ans. Et en l'occurrence, elle me dit « mais dans les bureaux, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus de 40 ans alors que c'est une entreprise dont je sais, je connais la structure hiérarchique et il y a beaucoup de gens de plus de 40 ans. » Mais en fait, ça s'expliquait parce que ce n'était pas le même bureau pour les juniors que pour les dirigeants, entre guillemets. Ils avaient différents espaces dans la ville dont on parle et donc ils ne se croisaient jamais. Donc c'est dur de penser de l'intergénérationnel quand on ne va pas travailler ensemble ou qu'on ne se voit même pas dans les couloirs. Donc il faut commencer un petit peu par se regarder le sujet en face et de se poser les bonnes questions. Ensuite, une fois qu'on a réuni les gens, que ce soit autour d'un projet ou de manière informelle avec du team building ou autre, on essaye ça suffit pas de mettre les gens dans la même pièce. Et on l'a beaucoup étudié, nous, dans les dynamiques de pouvoir ou de gouvernance, quand on a créé des shadow boards, par exemple. Donc c'est des groupes de personnalités, notamment de jeunes, qu'on met en plus d'un comité exécutif pour éclairer la stratégie. En fait, ça ne suffit pas. Souvent, ça ne marche pas. Parce qu'on ne crée pas les conditions de cette rencontre. Et globalement, c'est créer du lien. Donc, soit de manière un petit peu interpersonnelle, soit de se voir beaucoup. Notamment, j'avais bossé avec Eloquentia, qui est une association à la prise de parole en public. Eux, ils disent qu'il faut au moins 20 heures pour créer du lien avec quelqu'un. Donc, il faut un petit peu bosser ça. Et puis, il faut en fait être d'accord sur où on va, sur les objectifs, sur quelles sont les forces de chacun. Ça demande un petit peu de travail de médiation et d'écoute active pour le faire, mais on a plein d'exemples très positifs de réussite où les générations ne deviennent plus un enjeu. Et pour certaines, c'est créer des groupes de travail dédiés sur la thématique, comme on fait sur l'égalité homme-femme ou sur la diversité, sur plein d'aspects. On pourrait créer des groupes sur les générations ou sur l'intergénérationnel et en faire une grille de lecture au service des talents et de la transformation. Et justement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des sujets qui mettent toutes les générations d'accord et lesquels? Alors, dans l'enquête, nous, on avait identifié 3 sujets qui réconcilient les générations. Il y avait la transition climatique ou environnementale qui, comme projet de société, comme besoin de transformation. Après, on n'a pas la même définition de cette transition environnementale, on n'a peut-être pas les mêmes leviers ou la même conscience, mais n'empêche qu'il était toujours dans les 3 sujets prioritaires. Ensuite, il y a la question de l'égalité des chances qui revient beaucoup, de comment donner les mêmes moyens à tout le monde dans cette société, que ce soit les seniors, les juniors, et on pourrait l'interpréter de plein de façons différentes, mais le mot égalité des chances revient beaucoup. Et après, il y a le point de l'éducation ou de la formation, et de l'importance de transmettre, de permettre, très à la française aussi dans certains cas, mais de s'occuper de nos enfants et de nos adultes pour être capable en fait, d'être formés et de pouvoir naviguer le monde dans lequel on vit. Et justement sur la transition écologique, est-ce que les jeunes sont-ils vraiment plus engagés que les autres sur ce thème-là ou c'est une illusion
c'est complètement une illusion. Les jeunes ne sont pas plus engagés pour la transition environnementale. C'est un biais qu'on a en fait où les figures emblématiques des 5-10 dernières années, avec en tête de file Greta Thunberg, en France Camille Etienne, Arthur Aubeuf ou d'autres, sont très médiatisés sur le sujet. Mais il y a autant de personnalités qui n'ont pas moins de 25 ans qui prennent la parole, et notamment des scientifiques par milliers à travers le monde, juste avec le GIEC, mais avec plein d'autres organisations internationales et locales et nationales qui s'engagent pour le climat, qui sont experts du sujet, qui alarment sur le sujet. C'est pas un sujet jeune, et d'ailleurs à son début, déjà c'était pas un sujet jeune. Je prends l'exemple du rapport Meadows, où en l'occurrence, je crois que c'est 1976. Ces deux, ils étaient relativement jeunes, le couple qui l'ont écrit et l'ensemble des chercheurs associés. Néanmoins, c'était appuyé par toute une communauté et le mouvement hippie dans certaines mesures. Enfin, faut aller voir dans l'histoire. En fait, ça n'a jamais été un sujet jeune. Tous les militants, il y a toujours des personnes de toutes les générations. Dans toutes les actions militantes, activistes sur le territoire, il y a toujours toutes les générations. C'est juste qu'on a tendance à focaliser jeunes parce que ça les prend aux tripes et ça peut avoir des conséquences très fortes sur leur santé mentale notamment, ou voire leur santé physique. Une anxiété en fait qui est très difficile à désamorcer parce que leurs leviers d'action sont limités. Et que je parlais souvent à des lycéens, notamment j'avais rencontré via le Relais Jeunes, qui est une association qui a fait le tour de France de différents endroits, et qui ont rencontré des jeunes à chaque étape. Et il racontait plein de lycéens qui témoignaient de « je me sens tellement impuissant » parce qu'à part trier les déchets à la maison et être éco-délégué ou faire un potager à l'école, c'est pas ça qui va changer le cours de l'histoire. Et donc ils se sentent beaucoup plus impuissants, peut-être en contraste avec la famille, avec l'école, avec les institutions dans lesquelles on baigne à cet âge-là. Et donc on a peut-être biaisé aussi, parce que c'est les parents qui regardent ça comme ça, je sais pas. En l'occurrence, tous les chiffres le montrent, beaucoup de jeunes, ça ne les intéresse pas du tout, ou c'est pas une priorité. Et en fait, ça se comprend quand on regarde les chiffres de précarité ou le nombre de jeunes qui sont sans emploi et pas en formation en France. Je crois que c'est un chiffre de l'ordre de 12% de la jeunesse, qui est énorme dans un pays comme le nôtre et bien au-dessus de plein de pays européens. Du coup, ça va remettre en contexte toujours, mais en fait, le sujet climat n'est pas un sujet jeune. Et d'ailleurs, il est souvent beaucoup plus abordé, et en tout cas la marge de manœuvre est bien plus grande de ceux qui sont moins jeunes. Donc c'est plus une invitation que j'ai envie de faire à ceux qui nous écoutent, qui ont plus de marge de manœuvre et qui doivent le mener ensemble, intergénérationnel, dans le sens de l'intergénérationnel. Et quels sont les leviers en tant que jeune justement pour ne pas tomber dans cette anxiété, on parle beaucoup d'éco-anxiété, mais pour dépasser un petit peu ce sentiment-là, un peu de mal-être, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait en tant que jeune pour ça? En tant que jeune, pour battre l'éco-anxiété, en fait, souvent on dit que la solution c'est l'action. Quelle qu'elle soit, en fait, c'est de s'informer, mais pas trop vite. On parle souvent de palier de déni sur les questions climatiques. C'est un puissant fond, en fait, et on n'en finira pas de découvrir plus de conséquences, plus de choses terribles, en fait, pour décrypter le sujet, pour bien comprendre de quoi on parle. Et on recommande souvent une sorte de prise de conscience par palier, et surtout d'être bien entouré. En fait, c'est d'être seul qui aussi isole, et on est d'autant plus confronté à cette impuissance à laquelle qu'on peut ressentir quand on plonge dans le sujet. Donc s'entourer, que ce soit quand on parle des très jeunes, par des associations, on peut aller ramasser les déchets près de chez soi. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans l'école, il y a peut-être aussi je parlais des éco-délégués, mais ça c'est un titre entre guillemets d'étudiant qui se répand de plus en plus, qui permet de s'engager au sein de son école. Et puis ensuite d'en parler avec ses proches. Et puis pour ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui peuvent influencer leurs études supérieures ou leur choix de travail dans ce sens, que ce soit aller dans une entreprise ou une organisation qui n'est pas très climate friendly comme on dit, mais qu'on pense pouvoir influencer et faire changer, ou qu'on aille dans une entreprise ou une organisation qui respecte plus ces valeurs-là. En fait, il y a plein de petits choix du quotidien où on agit dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle ou étudiante pour sortir de l'anxiété et après en parler le plus possible pour essayer de trouver des sujets d'action ou des façons de se mettre en mouvement.
Un autre levier d'action dont on entend de plus en plus parler, c'est aussi l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est en train de se démocratiser chez les jeunes, vraiment, ou pas forcément? L'entrepreneuriat pour la jeunesse, c'est clair que c'est un phénomène qui a pris beaucoup plus de place. C'est un rêve en fait pour beaucoup parce qu'il est synonyme de liberté. Liberté d'horaire, liberté peut-être de richesse, liberté du chemin qu'on construit et de qui on s'entoure. C'est pas toujours vrai dans l'absolu, mais c'est un petit peu l'image qu'on en a. Néanmoins, il ne faut pas non plus se voiler la face, notamment le CDI par exemple en contraste avec l'entrepreneur. Le CDI reste le contrat le plus demandé par les jeunes parce qu'il est synonyme de sécurité, de stabilité, qui donne accès à des choses dans la société qui sont beaucoup plus difficiles quand on est entrepreneur. Après, maintenant, ce qu'on observe, c'est peut-être le pluri-emploi. Donc, le fait de faire plusieurs choses en même temps. Donc, tu peux être à la fois salarié et entrepreneur, ou d'être indépendant, qui est une forme d'entrepreneuriat pour moi, et dans un emploi à mi-temps. Donc en fait, on voit émerger de plus en plus de différents moments de vie. On va faire l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, ou l'un en même temps que l'autre. Du coup, l'entrepreneuriat, je pense, va se démocratiser dans son sens où on gère ses propres projets. Après, est-ce qu'il est rémunéré? Est-ce qu'il en fait une entreprise? Ça, c'est une définition de l'entrepreneuriat qui est peut-être trop réductrice. Quelque part, je pense que beaucoup de jeunes sont déjà entrepreneurs et vont l'être de plus en plus. Déjà, il faut regarder le milieu associatif, le nombre d'assauts qui sont créés par des jeunes, c'est un exemple d'entrepreneuriat pour moi. Donc ça se déploie, mais il faut quand même revenir encore une fois de quel jeune on parle et puis à un principe de réalité qui pour beaucoup, c'est pas encore le moment où il y a d'autres sujets prioritaires financiers notamment dont il faut s'occuper. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir des jeunes? Je suis optimiste pour l'avenir des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'en rencontre tous les jours qui me donnent la patate, quoi. On anime des ateliers, nous, en entreprise, dans des associations, avec différentes fédérations, à Paris, dans toutes les régions françaises. Et on va à la rencontre de jeunes de tous les horizons pour nous raconter leur vie active, leur vie étudiante. Et certes, il y a plein de sujets compliqués, il y a plein d'axes d'amélioration dans nos parcours et dans les parcours proposés, notamment par les employeurs. Mais derrière, eux, ils ont foi en l'avenir, ils ont foi en eux. Et donc, je peux que être optimiste, en tout cas en les regardant, en regardant les gens que je rencontre au quotidien pour la suite. Et donc, tu es engagé pour la jeunesse depuis tes premiers projets entrepreneuriaux. Quel message tu souhaites faire passer à travers cet engagement, justement, envers la jeunesse ? Le message que j'aimerais faire passer, je pense, auprès de jeunes, c'est déjà de décomplexer le moment du début de la vie active. C'était vraiment notre combat numéro 1 sur Vocation, c'est d'accompagner cette phase difficile de la vie étudiante à la vie active, de ce stress en fait du premier emploi, de la conséquence qu'il peut avoir, sur déjà la difficulté de le trouver. Donc j'aimerais envie de dire que c'est pas déterminant, il faut se tromper, parfois on se trompe et c'est pas grave. Mais il faut aussi élargir un peu ses horizons, qu'il y a plein de métiers qu'on connaît pas, d'endroits qu'on connaît pas, dans lesquels on pourrait adorer en fait travailler. Donc j'aurais tendance à dire ouvrons les yeux et puis c'est pas grave en fait. Et pour tous ceux qui regardent la jeunesse ou qui ne la comprennent pas, notamment je pense à des employeurs ou au département ressources humaines avec qui je travaille beaucoup. Pour ceux qui vont dans le bon sens, je tiens qu'à vous féliciter, vous encourager. Pour tous ceux qui ne comprennent pas, qui sont frustrés, en fait, j'aurais tendance à dire de les rencontrer, tout simplement, d'aller poser des questions, d'écouter vraiment ce qui se cache derrière les revendications, les attentes. Et puis toujours d'avoir en tête que la jeunesse est plurielle et qu'on ne peut pas confondre jeunes avec ses enfants ou ceux qu'on voit dans les médias ou avec ses alternants, ses stagiaires, les gens qu'on a autour de nous, et d'ouvrir un petit peu les perspectives sur le sujet. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Elliot Prigent et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie.
Alors à très vite pour un nouvel épisode.